Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Biramda Abeid, opposant, militant anti-esclavagiste arrivé deuxième à la dernière présidentielle mauritanienne. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, les résultats de cette élection qu'il conteste, la démocratie et les libertés en Mauritanie, les relations entre Nouakchott et Dakar, l'exploitation du gaz entre les deux pays, la jeunesse, l'immigration clandestine. Biramda Abeid face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10. Quand des Sénégalais meurent et que les autorités du pays font le mort, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont restés de marbre face à la mort de plusieurs enfants cette semaine et dans des conditions tragiques. 7 enfants, 3 à Thiaroye-sur-Mer, 2 à Ziguinchor, 2 autres à Thiès. Aucune réaction officielle non plus sur les dizaines de Sénégalais décédés ces derniers jours sur les routes de l'immigration clandestine. L'un des derniers épisodes macabres du genre a eu lieu au large de Nouakchott. Notre invité est mauritanien. Bonjour Biramda Abeid. Bonjour. Le phénomène de l'immigration clandestine touche votre pays directement peut-être, mais surtout indirectement. Quand je dis indirectement, c'est parce que la Mauritanie se trouve sur la route qui mène à l'Europe quand on quitte le Sénégal ou la Gambie ou les Guinées. Ces départs massifs de jeunes Africains vers les côtes espagnoles ou italiennes à la recherche d'une vie meilleure, peut-être comment les analysez-vous? En effet, la Mauritanie est touchée indirectement de plein fouet par ce phénomène macabre et douloureux qui est dû au désespoir de la jeunesse africaine, des populations actives en Afrique, leur désespoir de pouvoir voir le bout du tunnel à travers les gouvernances de leur pays, des gouvernances longtemps au service d'oligarchies corrompues et qui ne font pas de réalisation ni des promesses de réalisation réelles pour un changement dans le sens du bien. C'est pourquoi la route est grandement ouverte par ce désespoir. La jeunesse africaine, les populations actives africaines prennent le chemin sinueux, le chemin extrêmement dangereux de l'Eldorado en guillemets européen ou nord-américain. C'est pourquoi la Mauritanie est un carrefour, elle est le point de passage, c'est pourquoi beaucoup de candidats à l'asile de différentes nationalités de l'Afrique subsaharienne passent par la Mauritanie. À un moment, c'était même un grand point de départ. Absolument, et jusqu'à maintenant. C'est pourquoi l'Union européenne a jeté son dévolu sur la Mauritanie pour en faire le gendarme qui pourra intercepter ces candidats au départ et dans ces pratiques d'application de l'accord entre l'Union européenne et la Mauritanie sur l'immigration, beaucoup de droits sont violés. Vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec cet accord parce que la Mauritanie n'a pas à jouer le gardien des espoirs africains. La Mauritanie n'a pas utilisé des méthodes hors la loi pour maintenir des gens de passage, pour les maintenir sous son sol, ou les renvoyer dans leur pays. Elle n'a qu'à les laisser aller là où ils veulent. La Mauritanie doit juste faire ses pratiques normales pour les passeports normaux, pour les visas normaux. Et par ailleurs, la Mauritanie est elle-même frappée de plein fouet par ce phénomène. Il y a des jeunes Mauritaniens qui quittent leur pays. Il y a 30 000 Mauritaniens qui cette année ont quitté la Mauritanie pour les États-Unis d'Amérique. Ouais, les départs sont aussi massifs. Absolument, de manière massive. La jeunesse mauritanienne est aussi frappée d'un désespoir. Il y a l'appauvrissement continu, le délabrement des services sociaux, il y a le chômage galopant, il y a l'injustice, il y a les lois liberticides qui privent les jeunes de la liberté, de la parole.
et de la parole. Il y a les interdictions des partis politiques, qui sont tous les partis d'opposition qui m'ont soutenu dans les élections présidentielles. 13 partis, sauf un, sont interdits, dont les miens, depuis plusieurs années. C'est le parti RAC, c'est le plus fort parti de l'opposition, le plus aguerri, mais il est interdit, comme beaucoup d'autres partis de l'opposition véritable. Donc en Mauritanie, il y a cet épisode macabre, cet énième épisode macabre où des dizaines de Gambiens... Ces nombreux départs vers les routes de l'immigration clandestine, vous parlez de 30 000 Mauritaniens. 30 000 Mauritaniens seulement pour la route du Nicaragua et des États-Unis. Ah, seulement. Seulement. Sans compter les voies qui mènent à l'Europe. Les voies qui mènent à l'Europe, à et de manière épisodique, il y a des dizaines de morts. Il y a maintenant moins d'une semaine, 4 bateaux d'infortune, embarcations d'infortune, ont atterri sur les côtes espagnoles avec 280 jeunes Mauritaniens à bord. Ce sont surtout des négro-mauritaniens ou des Mauritaniens de toutes origines confondues? Bon, ce sont les négro-mauritaniens et les haratines, les populations d'esclaves et d'anciens esclaves qui sont les plus nombreux en Mauritanie. C'est-à-dire ce que vous appelez ici les morts noirs. Ce sont les négro-mauritaniens et les haratines qui en majorité passent par la voie maritime. Est-ce que cela s'explique par peut-être une discrimination qu'ils subissent bien sûr qu'ils subissent sur les politiques publiques Bien sûr qu'ils subissent des discriminations de la part du pouvoir mauritanien. Il y a une discrimination raciale, il y a un esclavage, il y a un racisme domestique et d'État, et qui sont à travers ces pratiques de racisme et d'esclavage, c'est à travers ça que beaucoup d'étrangers connaissent la Mauritanie, beaucoup de journalistes, de journaux dans le monde, et d'institutions de droits de l'homme dans le monde connaissent la Mauritanie. Et le gouvernement actuel est un gouvernement qui a donné un essor à l'esclavage, un essor au racisme, mais où ils ont aussi donné un essor à l'oppression, même des personnes d'origine arabo-berbère, des personnes qui sont issues de l'ensemble tribal arabo-berbère qui est censé être dominant. Même ces gens subissent les répercussions d'une administration corrompue, d'une gouvernance corrompue, d'une gouvernance appauvrissante. Donc la majorité des 30 000 jeunes qui ont quitté la Mauritanie par la voie du Nicaragua vers les rêves américains, ce sont des Arabes. Mais pour emprunter cette route, il faut avoir de l'argent, un minimum. À peu près, il faut avoir 12 000 à 13 000 euros. Mais les autres routes qui sont beaucoup moins chères, mais beaucoup plus risquées, sont les routes empruntées par la voie maritime vers l'Espagne et vers les côtes italiennes. Voilà, donc il y a une véritable crise de la jeunesse africaine, ouest-africaine, de la jeunesse saharo-saharienne. Il y a une véritable crise d'existence, crise d'insertion, crise de confiance. Et l'origine de cette crise, ce sont les gouvernements corrompus, faussement élus, qui sont soutenus par l'Occident et par l'Union africaine. Je pense que ces gouvernements qu'on impose, et leur gouvernance a démontré son échec, et quand cet échec se répète, en même temps se répètent des élections qui sont faites de manière frauduleuse, de manière inéquitable, et l'Occident s'empresse aussi de donner sa légitimité, de bénir ces gouvernants qui continuent dans leur lancée. Est-ce que cela veut dire que vous cautionnez les coups d'État intervenus en Afrique de l'Ouest? Les auteurs de ces coups d'État tiennent presque le même discours que vous vis-à-vis de l'Occident. L'acte violent et antidémocratique du coup d'État militaire, je ne le soutiens pas, mais je considère que c'est à juste titre que les jeunesses africaines soutiennent ces officiers qui pourvendent des régimes corrompus, qui sont vernis d'une démocratie qui n'est pas réelle.
comme la démocratie mauritanienne. Et je considère que le recul de l'estime du système démocratique en général, système libéral, en Afrique, est dû au fait que ce sont des pseudo-démocraties et des pseudo-présidents démocratiquement élus, dans le cadre de fausses élections soutenues par l'Occident. Je pense que c'est ceci qui a créé ce rejet, même à la racine de la démocratie libérale, à travers la jeunesse africaine, les populations africaines qui ont soutenu Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdrahman Tiani au Niger et bien d'autres. Je pense que les démocrates doivent se ressaisir. Les démocraties occidentales, le monde libre doit se ressaisir et doit être beaucoup plus rigoureux avant de donner sa caution démocratique à des régimes corrompus, mal élus, faussement élus, qui oppriment leur peuple et qui les volent. Est-ce que le président Razouani, vous évoquez beaucoup la France, est-ce qu'en Mauritanie, il y a, selon vous, une main étrangère qui essaie de maintenir le régime actuel en place? Bien sûr. Le premier président français qui a ouvertement pris position dans la politique intérieure mauritanienne, c'est le président actuel, c'est Macron, c'est Emmanuel Macron. Et son ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian. C'est la première fois que la France officiellement prenne une position contre les forces de changement en Mauritanie, les forces démocratiques et droits de l'homme de changement, voilà, en faveur d'un pouvoir antidémocratique, violent, corrompu, voilà, et faussement élu. Je considère que cette situation met en colère la majeure partie des populations mauritaniennes, et cette colère couvre et se développe, et à la longue, la France finirait dehors si elle continue cette politique comme elle a fini dehors au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Et pourtant, le président Razouani a été réélu pour un second mandat selon les résultats officiels de la présidentielle du 29 juin dernier avec plus de 56% des suffrages. Vous êtes arrivé deuxième avec 22,10% des votes et vous parlez de scrutin truqué. Oui, c'est un scrutin truqué, bien sûr. Comment le démontrez-vous alors? Je le démontre par le fait que Razouani a pris le soin d'interdire tous les partis présidentiels, les partis véritablement opposants. Il a autorisé les pseudo-opposants qui sont en réalité ses alliés. Et il a toléré des partis qui sont des opposants, sont des partis opposants, mais qui sont des partis nés, c'est-à-dire des partis qui n'ont pas une présence à l'échelle nationale, mais dont leur présence est confinée dans des coins précis et très limités de la Mauritanie, donc ils ne peuvent pas faire ombrage dans une élection présidentielle au président, au chef de l'État actuel, qui détient les moyens de l'État, l'argent de l'État, et qu'il privatise pour lui-même, pour son parti, pour ses collaborateurs, et qui a aussi instrumentalisé toute l'administration, qui, tous les gens, tout le personnel administratif de la Mauritanie obligé de faire allégeance au général Razouani. Les hommes d'affaires sont obligés de faire allégeance et de financer à coups de milliards la campagne du président et du chef de l'État et du chef de l'État seul, uniquement. Il y a beaucoup de verrouillage aussi de la liste électorale qui est une liste unilatérale. Il y a un code électoral unilatéral aussi qui profite au pouvoir. Il y a aussi les institutions de l'État censées être administratives et en dehors de la politique, comme le registre social, comme l'institution Ta'azour, qui est une institution de bienfaisance faite par l'État pour venir au secours
des Mauritaniens les plus démunis. Il y a la sécurité, le commissariat à la sécurité alimentaire. Toutes ces institutions de l'État qui sont financées par l'argent de l'État sont instrumentalisées et instrumentalisent aussi les papiers d'état civil de leurs bénéficiaires parmi les populations mauritaniennes. En plus de cela, il y a une CENI et un conseil constitutionnel à la solde du chef de l'État parce que ce sont des hommes qui ont soutenu le chef de l'État dans tous ces aventures militaires, ces coups d'État militaires en Mauritanie et qui sont fidèles à lui depuis qu'il a commencé à faire des coups d'État. Et ils sont toujours avec lui et ce sont ces gens qu'il a pris le soin de nommer à la tête de ces institutions qui sont censées être des institutions indépendantes, mais en vérité, elles sont dirigées par des hommes et un personnel qui est totalement acquis au parti au pouvoir et au chef de l'État. C'est pourquoi vous n'aviez pas fait de recours c'est pourquoi après la publication des résultats provisoires. Absolument, c'est ridicule qu'on fasse recours alors que ce sont là, c'est vraiment nous faire une illusion qui n'a pas sa place. On ne peut pas faire des recours auprès de personnes et qui sont vraiment, qui obéissent au doigt et à l'œil au chef de l'État et qui lui ont obéi déjà dans des conditions beaucoup plus graves et dangereuses. Parce que l'un d'eux était avec la junte pendant les moments de braise, lorsque il y avait la chasse aux sorcières contre les Noirs en Mauritanie pendant les années 89-90. Et l'autre est l'instigateur vraiment de l'opération ethnique des Peuls dans la région du Guinimaka lorsqu'il était gouverneur. Donc on ne peut jamais vraiment faire semblant de croire que ces gens vont aller dans le sens du droit. La communauté internationale, vous avez déjà pointé la France, mais la communauté internationale, de manière générale, a validé, entre guillemets, la victoire de Mohamed Ould Ghazouani. Oui, vous savez bien que l'ONU n'a pas de pouvoir. L'ONU, elle agit selon les limites qui lui sont fixées par les membres permanents du Conseil de sécurité, dont la France. Et vous savez, la France est selon la politique occidentale. La communauté internationale, elle est plus diverse que ça. Il y a l'ONU, écoutez, mais la communauté internationale considère que la Mauritanie fait partie du carré de la France. Et la communauté internationale, quand même, coordonne certaines positions parce que, disent-ils, ils veulent la stabilité de la sous-région. Et ils considèrent que la Mauritanie est un point de stabilité. Mais je voudrais ici rappeler que la communauté internationale mise sur le court terme. Elle ne mise pas sur le moyen terme et la colère grandissante des populations mauritaniennes qui vivent l'appauvrissement continu, l'oppression, la privation de leurs droits, la gabegie, le racisme. Mais alors, il y a l'ONU, mais il y a d'abord l'Union africaine. Oui, l'Union africaine n'a jamais... Comment jugez-vous son attitude sur cette élection mauritanienne, sur l'attitude de l'Union africaine, elle est à la hauteur de son discrédit en Afrique. On a vu comment le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont tenu tête à l'Union africaine, à la CEDEAO, aux Nations Unies, à l'Occident. Je pense que... Vous êtes d'accord avec la mise sur pied de l'Alliance des États du Sahel par ces trois pays, alors Bon, je vois qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Tous les peuples africains qui veulent se frayer un chemin pour un vrai développement, qui veulent se frayer un chemin vers une vraie démocratie, vers un recouvrement du droit du peuple sur ses ressources naturelles. Ça ne se présente pas forcément bien pour ces pays qui traversent de graves problèmes économiques. Non, mais moi, je peux ne pas être d'accord avec la manière de gérer la rupture avec la communauté internationale. Parce que de mon point de vue, la démocratie, si elle est bafouée par la diplomatie occidentale, si elle est bafouée par,
les dictateurs et les élites corrompues qui détiennent les pouvoirs en Afrique, c'est pas une raison pour nous de repudier avec la démocratie qui est la meilleure forme, de mon point de vue, de gérer les communautés humaines au stade où nous en sommes maintenant pour l'humanité. Donc, la colère de ces populations et de ces jeunes officiers est légitime, mais peut-être la mise en place du dispositif remplaçant les fausses démocraties ne serait pas le meilleur. Parce que pour moi, il faut toujours opter pour la démocratie. Sur la politique internationale, la Mauritanie n'est pas membre de ces organisations sous-régionales. Pour vous, un retour de la Mauritanie à la CEDEAO ou une adhésion à l'AES, vous auriez choisi quoi? Je pense que économiquement, et pour que la Mauritanie puisse vraiment se développer un développement viable, normal, nécessaire dans son environnement naturel, il faut qu'elle retourne à la CEDEAO. Mais politiquement, je pense que la fougue politique de l'AES est conforme à l'aspiration actuelle des populations du Sahel-Sahara. Pourquoi vous pensez que retourner pour la Mauritanie au sein de la CEDEAO serait salutaire pour votre pays? Vous vous basez sur quels éléments qui vous permettent de dire que un retour de la Mauritanie dans la CEDEAO serait salutaire pour votre pays? C'est plus qu'opportun. C'est indispensable. Parce que depuis la nuit des temps, le peuple mauritanien est un peuple d'Afrique de l'Ouest. Nos liens économiques, ethniques, culturels, religieux, sociaux, avec les peuples de la sous-région, sont des liens indéfectibles. Et nous avons vu que la Mauritanie était amputée de son environnement lorsqu'elle a quitté la CEDEAO. Donc, pour notre développement économique, dans notre environnement naturel, un développement économique, social, culturel, politique, que nous ne pouvons pas atteindre en restant isolés de notre propre milieu. C'est pourquoi la Mauritanie devrait maintenant avoir franchi beaucoup d'étapes, comme l'ont franchi les pays qui ont adhéré à la CEDEAO et qui s'y sont restés. Elle gagne rien, la Mauritanie, dans son adhésion à la Ligue arabe? Rien. Bon, la Ligue arabe, oui, la Ligue arabe, nous sommes aussi des Arabes, parce que la majorité de la population mauritanienne sont locuteurs de l'arabe dialectal hassaniyya, et l'aspiration d'une forte élite de la population mauritanienne, c'est l'attachement au monde arabe. Mais moi je pense que l'adhésion à la CEDEAO ne supprime pas notre arabité. Et vice-versa, l'adhésion à la Ligue arabe ne supprime pas notre africanité. Le Sénégal, sur cette élection présidentielle mauritanienne, vous pensez que le Sénégal aussi aurait dû réagir ou pas? Non. Pour moi, les relations entre le Sénégal et la Mauritanie sont des relations très imbriquées, très fortes. Il y a une interdépendance entre les deux pays pour plusieurs raisons, pour plusieurs faits. Et je pense que ces deux pays, chacun d'eux doit être prudent, très prudent sur la politique intérieure de l'autre, parce que préserver la sérénité et la coopération entre les deux pays, pour moi, c'est le plus important. Et c'est la base de la démocratisation et de l'avancée de la démocratie dans l'un des pays ou l'autre. Justement, le Sénégal doit être peut-être une source d'inspiration pour
pour tous ses voisins. Le modèle démocratique que vous ne cessez d'ailleurs d'applaudir, l'alternance de mars dernier en est le dernier exemple. Ce modèle démocratique-là, comment réussir une contagion un modèle merveilleux, et c'est un modèle que nous admirons. Et nous considérons que ce qui est salvateur pour les pays africains, notamment les voisins du Sénégal, c'est de bénéficier d'institutions de supervision de la démocratie qui sont fortes, comme les institutions sénégalaises, qui ont pu tenir tête aux velléités vraiment d'arbitraire. Et je pense que l'élite politique mauritanienne, comme les élites politiques des autres voisins du Sénégal, doivent avoir la maturité, surtout les de l'opposition, pour pouvoir s'incruster dans le corps de l'État, comme l'a fait Maître Abdoulaye Wade, qui est, je pense, le vrai père de la démocratie sénégalaise, le vrai père de l'indépendance des institutions démocratiques sénégalaises. Je pense que les élites politiques de notre pays et des autres pays voisins du Sénégal doivent s'en inspirer. C'est pas forcément 100% parfait. On a beaucoup de choses à reprocher à Abdoulaye Wade aussi quand il a dirigé ce pays, malgré son long combat démocratique 74-2000, c'est vrai. Mais avez-vous des affinités avec le monde politique sénégalais, des proximités ou pas avec les uns et les autres Malheureusement non, à cause de la sensibilité extrême des relations entre la Mauritanie et le Sénégal. Je me suis toujours abstenu à s'approcher des camps politiques sénégalais pour éviter toute suspicion et pour vraiment laisser la politique intérieure du Sénégal aux Sénégalais et la politique intérieure de la Mauritanie aux Mauritaniens. Même pas avec les officiels pour votre séjour Dakar-Ouah, là, pas de rencontre avec les officiels, le président Diomaye Faye ou un de ses collaborateurs? Même pas avec les officiels. C'est plus sensible avec les officiels. Ce serait mal vu de Nouakchott? Ce serait une source de bruit, peut-être. Des bonnes relations entre la Mauritanie et le Sénégal, quand même, malgré, d'ailleurs, vous parlez de bruit, oui. Malgré quelques malentendus dans le passé, les relations sont très bonnes. D'ailleurs, il y a 35 ans, en 1989, les violents événements qui ont fait des victimes de part et d'autre. D'ailleurs, où étiez-vous déjà et comment aviez-vous vécu ces événements sénégalo-mauritaniens? L'ironie du sort, une journée avant le déclenchement des événements de 89 entre la Mauritanie et le Sénégal, j'étais venu à Rufisque, à Tenguei, voir mes sœurs. J'avais 3 sœurs qui étaient mariées là-bas, avec des commerçants mauritaniens. Parce que je venais d'avoir je venais de finir ma formation de greffier et je devais aller servir à l'extrême est de la Mauritanie, à Nema. Mais je me suis dit que je dois venir dire au revoir à mes sœurs. Parce que Nema, c'est très loin de Nouakchott. C'est 1200 km de Nouakchott, à la frontière malienne. Et j'étais venu, je passais la journée à Tenguei, je voulais passer 2 jours avant de repartir en Mauritanie. J'étais venu le matin et l'après-midi, il y a le déclenchement des événements. Et j'étais déporté avec mes sœurs, avec beaucoup de Mauritaniens. On a été d'abord mis dans le commissariat de police de Rufisque pendant 2 jours. Après, on a été transféré à la mosquée marocaine de Dakar pendant aussi 2 ou 3 jours. La grande mosquée de Dakar. Après, on a été transféré à la foire. Au CICES. On a fait là-bas quelques jours et ce sont des Transvaal, des avions Transvaal espagnols qui sont venus nous ramener à Nouakchott.
Donc j'ai vécu tout ce calvaire. Mais après, je suis retourné ici, j'ai fait mes études à l'Université de Dakar. Les deux pays ont réussi à dépasser cette Heureusement, brouille. Hein. heureusement pour nous. Oui, heureusement. On rappelle que Biram Da Abeid est homme politique, opposant mauritanien, mais d'abord militant anti-esclavagiste. Le phénomène persiste dans votre pays, encore des poches de résistance. Bon, c'est pas des poches, il y a une résistance totale de l'esclavage. Parce que c'est l'État lui-même qui encourage la pratique de l'esclavage et qui le maintient en imposant l'impunité pour les contrevenants à la loi d'esclavage. Le pouvoir édicte des lois contre l'esclavage, signe des conventions internationales prohibant l'esclavage, crée des cours, des tribunaux contre l'esclavage, inscrit l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité dans la constitution mauritanienne et accentue aussi, renforce la sentence. Mais malgré tout, les officiers de police judiciaire, les juges, le gouvernement, tous les personnels de l'État chargés de dire et d'appliquer la loi, chargés d'enquêter, tous ces personnels couvrent l'esclavage. Donc c'est une politique officielle du gouvernement du président Ghazouani depuis son arrivée au pouvoir. Avant lui, il y a, de temps en temps, on condamnait des criminels d'esclavage, des personnes coupables d'esclavage. Mais depuis son arrivée au pouvoir, il a fait table rase de la lutte contre l'esclavage. Voilà, l'esclavage a... Vous en voulez au système mauritanien, à l'État mauritanien, mais l'esclavage, c'est un héritage de la religion aussi, un peu non. Et la culture arabe qui va avec... Écoutez, si c'est de la religion, ils n'ont qu'à dire c'est de la religion. Non, parce que la religion, on va s'y arrêter. Non. Est-ce que la religion est là vraiment abolit l'esclavage? Écoutez, c'est un gros débat. Moi je pense que les gens ont utilisé la religion pour justifier l'esclavage. En tout cas, c'est ce qui se passe chez nous. La religion est anti-esclavagiste chez nous. Mais ce sont les plus forts. Parce que dans vos thèses, vous avez même travaillé sur le sujet, sur la doctrine malikite qui encourage... Voilà, c'est pourquoi je vous dis, c'est la doctrine malikite de chez nous, c'est cette doctrine-là qui instrumentalise la religion pour justifier, légitimer, codifier et pratiquer l'esclavage. C'est pourquoi, moi-même, dans un acte volontaire de dissidence idéologique et religieuse, un acte de dissidence politique, j'ai offert un feu, j'ai brûlé quelques livres de ce droit malikite qui s'adonne à cette légitimation. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Mauritanie. Mais c'était pour moi un acte pour marquer la différence entre la religion, qui est venue pour l'égalité et la justice, la religion musulmane, et ce qu'en ont fait les plus forts. Ils veulent en faire un instrument pour dominer les autres et les exploiter. De façon générale, ce sont les Noirs qui subissent ce traitement-là dans le monde arabe, de façon générale. Oui, dans le monde arabo-musulman, dans tout l'Orient, le noir est synonyme d'esclave, malheureusement. Et voilà, cet étiquetage n'a jamais été remis en cause, n'a jamais été revisité, et ça continue de sévir contre les Noirs, de la Mauritanie jusqu'au fin fond de l'Inde. Il y a presque toute l'ossature de la discrimination contre les Noirs depuis la nuit des temps, qui reste en l'état, que ce soit au Maroc, au Niger, en Libye, partout, en Irak, en Iran, partout. Le problème, c'est qu'il y a une complicité des élites africaines. Les élites africaines qui ont
entamé la lutte contre l'esclavage triangulaire, contre la traite triangulaire, l'esclavage que l'homme blanc a pratiqué contre les Africains. Mais ces élites africaines, des élites indépendantistes et des élites afro-américaines qui ont lutté pour les droits civiques, ces élites ont sciemment omis le fait encore de mettre en cause la traite orientale, la traite arabo-musulmane, l'esclavage arabo-musulman. Et pourquoi alors, selon vous, mais aussi la traite aussi interne en Afrique, qui a sévi et continue à sévir jusqu'à maintenant, des Africains esclavagistes d'autres Africains, des musulmans esclavagistes des Africains. Mais par un souci de solidarité tiers-mondiste contre l'Occident colonial et impérialiste, tous ont vraiment omis et couvert d'un voile de honte une partie importante de la vérité, qui est la traite interne en Afrique, interafricaine, qui continue jusqu'à maintenant sous plusieurs formes, et la traite arabo-musulmane, orientale, qui continue maintenant sous plusieurs formes, mais que vous voyez en Tunisie, les Africains qu'on est conduits en dehors des frontières tunisiennes, dans le désert, et qui meurent de manière atroce. Ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe en Libye toujours, pour les Africains, et partout ailleurs, dans le monde arabo-musulman. Mais aussi, ici, en Afrique, au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger, où des Africains noirs continuent à pratiquer l'esclavage sur d'autres Africains noirs. Voilà donc le drame de l'esclavage n'est pas circonscrit à une affaire d'homme blanc sur un homme noir. Elle est beaucoup plus large. Elle n'est pas circonscrite à une affaire d'Européens contre Africains. C'est aussi les musulmans contre les Africains. Et comment rendre davantage efficace votre lutte contre cette pratique que vous dénoncez depuis plusieurs années maintenant? Mais notre lutte, pour qu'elle soit plus efficace contre ce phénomène qui a la peau dure, il faut que la prise de conscience à travers le monde soit effective, que l'esclavage n'est pas mort. C'est pas parce que nous sommes au XXIe siècle, parce qu'il y a des gens qui détiennent les avions, qui ont des avions, il y a la modernité partout, il y a le développement partout, il y a l'Internet partout. Ça ne veut pas dire que l'esclavage est éradiqué. Il faut que les gens en prennent conscience. Et il faut aussi que les États s'en mêlent. Il faut que la lutte contre l'esclavage ou les esclavages soit une affaire d'État. Et ne soit pas une affaire de militants de droits de l'homme qui essayent vraiment de convaincre les États à prendre telle ou telle décision contre ce phénomène, ce crime qui est l'esclavage. Parce que sur le terrain, la réalité, elle est ce que là vous dites phénomène têtu. Biram Da Abeid, on parle maintenant de relations économiques entre le Sénégal et la Mauritanie, l'exploitation de ce gaz en mer entre les deux pays. D'ailleurs, le ministre sénégalais du pétrole a visité cette plateforme d'exploitation du gaz cette semaine en compagnie d'officiels mauritaniens. Vos espérances, vos attentes côté Nouakchott avec l'exploitation de cette ressource naturelle? Bon, de prime abord, je suis très content que le gouvernement de mon pays, la Mauritanie, et le gouvernement de mon deuxième pays, qui est le Sénégal, je suis très content qu'ils soient sur la même longueur d'onde
et qu'ils se soient entendus pour gérer de manière commune la manne du gaz. C'est un pas important vers l'intégration économique entre ces deux pays dont j'ai toujours rêvé. Parce que je considère que c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose de salvateur. Je pense aussi que le partage des recettes est équitable. 50-50, 50-50. Mais je crains les recettes que le gouvernement mauritanien va empocher. Je craindrais à juste titre que cette richesse soit dilapidée dans le cadre de la corruption qui est de mise chez nous. Et la dilapidation. Il n'existe pas là-bas sur place des instruments qui peuvent garantir la transparence dans la gestion de... Je pense que la gestion de l'exploitation du gaz entre nos deux pays et les partenaires, je pense bien, parce que j'ai parlé avec les spécialistes, je pense qu'il y a des garde-fous, qu'il y a vraiment un système anticorruption, anti-détournement, qui est efficace. Mais une fois la part de la Mauritanie empochée par le gouvernement mauritanien, je sais que bonjour les dégâts. Que c'est à travers ça, je pense que notre combat, nous Mauritaniens, doit se situer à ce niveau-là. Les recettes, elles doivent aller, les répercussions sociales. Quelles sont aujourd'hui dans votre pays les urgences au plan social qu'il faut... Bon, écoutez, je ne pense pas que les recettes seraient d'un impact important les premières années. Parce que la mise en place des dispositifs d'exploitation et ces deux grandes plateformes, dont l'une est pour le traitement du gaz, l'autre est pour sa liquéfaction, je pense que il y a eu des incidences du Covid et d'autres répercussions sur les prix, sur le coût du dispositif à mettre en place pour l'exploitation. Ça va amoindrir les recettes et ça va les rendre moins importants que ça ne devrait être. Et je pense que les premières années ne seront pas vraiment des années où les deux pays vont vraiment bénéficier de demandes financières importantes, peut-être dans l'avenir. Mais je pense que... C'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux différentes populations. Oui, voilà. Il ne faut pas surévaluer les choses. Voilà, exactement. Je suis dans cette logique. Absolument, je suis dans cette logique. Il ne faut pas être euphorique. Sinon, ça va créer vraiment un choc quand les populations constatent que ça va durer sans que ça ne donne vraiment ce qui était escompté. Mais moi, je pense que les Mauritaniens ont besoin de tout. La Mauritanie est un pays où le chômage est très, très, très fort. La pauvreté s'accentue davantage. La ville de Nouakchott, maintenant, il y a eu, je pense, une demi-heure de pluie et toute la ville est inondée. Tous les goudrons sont inondés. Il n'y a pas possibilité de se mouvoir, il n'y a pas possibilité de bouger. Tout est bloqué dans la ville depuis avant-hier.
Bon, je pense que c'est un pays où les populations sont ici à Dakar, à Tunis, à Rabat pour chercher les soins médicaux. C'est un pays où le système, il y a plus d'écoles, le système est totalement, le système de gestion, les infrastructures médicales qui font défaut. Ils font défaut, les infrastructures scolaires font défaut, les infrastructures routières font défaut, il n'y a pas d'eau potable. Parce que le pays, depuis le coup d'État de 1978, et il est géré. L'année où il est géré l'armée a piégé le système. Voilà, l'armée est piégée dans la politique. Et c'est maintenant à travers des acteurs politiques corrompus qui se relaient au pouvoir et qui se maintiennent au pouvoir par la force, par la fraude des élections et surtout par la corruption. Voilà. Vous êtes un militant de la démocratie. Êtes-vous, même si vous êtes opposé à lui aussi, le président Aziz, aujourd'hui envoyé en prison par Mohamed Ould Razouani, êtes-vous solidaire de lui, de sa situation actuelle, Aziz? Bon, je suis pratiquement le seul Mauritanien qui a combattu Aziz sur le terrain. Lorsqu'il était là-bas, lorsqu'il a passé ses 12 années de dictature sur la Mauritanie. Il m'a envoyé 4 fois en prison, parfois très longuement, avec de longs moments en prison. Mais, en tant que député au Parlement, je me suis inscrit en faux contre son ciblage par une commission d'enquête parlementaire taillée à la mesure du règlement de compte politique qui lui a été dédié par son compagnon de 40 ans. Moi, j'ai refusé cette instrumentalisation. D'autres députés qui étaient même proches d'Aziz sont allés dans cette mascarade et finalement, toute la gabégie dont on nous a rabattu les oreilles, avec beaucoup de présumés coupables, mais finalement, c'est Aziz Sel qui a été isolé, comme on enlève un cheveu de la soupe, et il a été condamné à lui seul. Bon, je considère que c'est un règlement de compte entre les éléments, entre les différentes factions de la bande qui a pillé la Mauritanie, qui a détruit la Mauritanie depuis 1978 jusqu'à nos jours. Justement, Ould Taya, une bande de copains, hein, comme le caricature certains, Ould Taya, chasseur du pouvoir, ensuite, plus tard, Val qui arrive, après Aziz, après Razouani. Il y a un autre qui se prépare là? Oui, oui, bon, deux autres même qui se préparent, chacun. Toujours dans la même bande? Oui, dans la même bande. Merci, Biram Da Abeid, d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes homme politique mauritanien, vous êtes député. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ali ou à la régie, à tous ceux qui nous ont suivis, le grand jury, la semaine prochaine. Bonne fin de week-end à tous. Merci.